Bonjour à tous et bienvenue au studio 77. On est à Bois-le-Roi, pas très loin de Fontainebleau, de la magnifique forêt de Fontainebleau. Et ici, c'est le studio du Parti 4 Piliers. Exactement. Je suis avec Loïc Roussel, qui est vice-président du parti, qui est aussi enseignant. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sébastien Ley, je suis un entrepreneur de 41 ans et l'un des cofondateurs également de ce parti, le Parti 4 Piliers. Alors aujourd'hui, ce qu'on voulait faire avec Loïc, on était en train tous les deux là au studio, après avoir enregistré un certain nombre de vidéos, de discuter vraiment de la situation économique et sociale française, qui est catastrophique. Elle n'était déjà pas bonne en fait au début de l'année, hein, Loïc, parce que rappelle-toi, on en avait parlé, j'avais écrit un peu des articles dans la presse à ce sujet. Dernier trimestre 2019, la France, sa croissance recule de 0,1%. Ce qui était d'autant plus dramatique, c'était que cette croissance qui reculait était c'était un résultat qui était très mauvais par rapport à celui de nos partenaires économiques, notamment l'Allemagne, qui est notre premier partenaire économique, avait une croissance qui était nettement plus positive. Donc en fait, pendant tout le cycle d'expansion, on a créé moins d'emplois que les autres, une croissance moins importante. Il faut bien savoir que quand on était à une croissance de 1,5% en France, l'Europe était en moyenne à 2 et l'Allemagne à plus de 2. Donc on a toujours été en retard. C'est un cycle qu'on a complètement perdu. Et puis, on pensait qu'on avait encore peut-être une ou deux bonnes années et bien évidemment, en réalité, dès 2019, ça recule, le Covid arrive et aujourd'hui, la situation, c'est vraiment pandémonium. C'est plus une simple récession, c'est un recul de notre PIB de pratiquement 10% et on s'aperçoit que rien n'a été fait par Macron, qui nous avait beaucoup promis. C'est ça. Tout est encore à faire. Ça fait vraiment des décennies que notre pays n'est pas réformé. Tous nos voisins se sont réformés. Ils ont réussi à faire des économies dans le fonctionnement de l'État. Ils ont simplifié le code du travail. Ils ont simplifié la vie des entrepreneurs. En France, rien n'a été fait. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une fiscalité très pénalisante par rapport à nos partenaires économiques. Je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'en France, l'État dépense 60% de la richesse créée, 60% du PIB, alors que la moyenne dans l'Union européenne, c'est 40%. Donc, on a des frais de fonctionnement des frais de fonctionnement de l'État qui sont 50% plus élevés que ceux de nos partenaires économiques. Alors, c'est évident que dans ces conditions, puisque, in fine, ce sont les entreprises et les particuliers qui financent ce fonctionnement de l'État sous forme de taxes et d'impôts, on n'est pas dans le cadre d'une concurrence loyale. On a affaire à des gens qui se retrouvent… En fait, il y a une telle multitude de taxes, on a du mal à se rendre compte qu'on paye ces fameux 60%. Puisque même les salaires sont découpés en tranches de façon à ce que ça soit un petit peu masqué. Mais bon, quand on additionne toutes les taxes, en fait, on paye bien ces 60%. On a du mal à s'en rendre compte, en fait, parce qu'on ne voit pas forcément les cotisations, etc. Et quand on reprend les impôts, si on ramène les impôts, ce qu'on paye par rapport au PIB, c'est 47% du PIB. C'est un chiffre stable, malheureusement, depuis plusieurs années. Ça n'a pas beaucoup bougé, ça n'a pas changé d'un iota, en fait, avec Macron. Il a diminué certains impôts, augmenté d'autres. Et en réalité, la moyenne européenne, là où on devrait revenir, c'est aux alentours de 40% du PIB. Donc 7 points de PIB en moins, c'est quand même une baisse massive d'impôts. On aurait besoin de pratiquement 200 milliards d'euros d'impôts en moins. Alors, on a des impôts, par exemple les impôts de production, là, le gouvernement parle de les baisser un peu l'an prochain. 70 milliards d'euros, par exemple, c'est 3 ou 4 fois plus que ce qu'on trouve dans les autres pays. C'est ça. Donc on a une différence énorme sur l'IS, sur l'IR, sur les impôts sur le capitaux. Pas tant que ça en TVA, on paye à peu près la même TVA qu'ailleurs. Mais voilà, donc pour financer cet État-providence, le coût est de plus en plus important. Et puis il y a le coût aussi du traitement social du chômage qui est très important. Il faut rappeler quand même en France que si on avait un chômage à 5%, tous ces ratios-là seraient automatiquement améliorés et même les problèmes de dette qu'on avait, de déficit, en tout cas pré-Covid, ils auraient été quasiment résolus si on avait un chômage à 5% pendant 3-4 ans. Voilà. Mais en fait, le cœur des discussions qu'on vient d'avoir avec Sébastien, c'est vraiment de réussir à faire en sorte de rendre l'argent aux Français. Et il est évident que ce ne sera pas possible sans une restructuration de l'État, une diminution des dépenses de l'État qui entraînera de facto une diminution des impôts que nous subissons. Oui, je crois que la priorité, c'est, on l'a dit, je crois qu'on est tous assommés par ce carcan fiscal, réglementaire, mais ceux qui le ressentent le plus parce qu'ils n'ont pas d'employeur pour les aider à payer notamment toutes ces cotisations, ces charges, ce sont tous ceux qui, au sens large, sont indépendants.
dirigeants d'entreprise, entrepreneurs, créateurs d'entreprise, commerçants, artisans, professions libérales, en freelance, agriculteurs. Ça représente 5 à 6 millions de personnes en France. Ces gens-là, ils sont à la fois leurs employés et leurs employeurs. C'est-à-dire que les employés, ils voient très bien les cotisations sociales obligatoires qu'ils payent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils voient la différence entre leur salaire brut et leur salaire net, mais ils ne voient pas le vrai salaire qui est le super brut. C'est tout ce que paye l'employé au-delà. Il faut rappeler que quand on est… Mettez-vous à votre compte, ou peut-être vous êtes déjà à votre compte, vous allez vous apercevoir, ou si vous êtes commerçant ou artisan, qu'en réalité, il y a 40% à peu près à payer de plus par rapport à votre salaire pour pouvoir assurer toutes ces charges. Bon, c'est trop à l'heure actuelle et on voit que c'est ce qui plombe, notamment maintenant dans le contexte du Covid, nombre de petites entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Nous, ce qu'on voudrait faire à 4 piliers, pour cette population-là spécifique, c'est la mettre un peu dans la même situation qu'on voit dans les autres pays. C'est-à-dire que dans tous les autres pays, il y a quand même quelques cotisations obligatoires à payer, mais ça ne représente pas 40%, ça représente 10%. Voilà. C'est vraiment un socle. En termes de sécurité sociale, c'est les maladies les plus lourdes, les pathologies les plus lourdes, c'est un socle pour la retraite, etc. Mais au-delà, ce qu'on veut redonner, c'est le salaire complet, c'est-à-dire la possibilité à ces gens de décider d'eux-mêmes des assurances dont ils ont besoin en termes de prévoyance chômage, etc. En fait, c'est vraiment le salaire complet couplé à la liberté de choix des assurances sociales. Ce qui signifie qu'on passerait d'un monopole, comme c'est le cas actuellement en France, à une situation un peu plus normale, un peu plus conforme à ce qui se passe dans les autres pays d'Europe. C'est-à-dire, il y aurait bien entendu une sorte de bouclier social, donc de la répartition obligatoire pour un montant faible du salaire complet. Mais pour le reste, eh bien, il y aurait une concurrence entre différents fournisseurs d'assurance sociale. Oui, parce qu'ils pourraient parfaitement rester dans le système actuel. En fait, on ne prend rien à personne. En fait, on les laisse choisir. On n'est pas en train de dire qu'on va supprimer le système actuel, c'est juste que les gens, ils auront plus de choix. Plus de choix et en général, bon, on l'a tous vécu au moment de la fin du monopole de France Télécom, plus de choix, ça génère quasiment systématiquement un service de meilleure qualité et des tarifs qui sont plus concurrentiels, des tarifs qui diminuent. Ça peut même aller jusqu'à moins 50% du tarif. C'est ce qui se constate en général. Quand on passe d'un monopole à un système de concurrence, pour un service équivalent, on a un tarif qui est divisé par 2. Donc je pense que ça peut redonner du pouvoir d'achat aux Français. Et j'ai fait un petit oubli, Sébastien. Je n'ai pas expliqué à ceux qui nous écoutent ce qu'est le salaire complet. Toi, tu l'as dit, c'était le super brut. Oui, c'est ça. En fait, on va vraiment expliquer de façon claire de quoi il s'agit. Pour le moment, les Français ils sont habitués à parler du net. Puis ils savent que ça se voit sur la fiche de paye qu'ils payent des charges sociales et quand on ajoute le net aux charges sociales, on arrive au brut. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les charges patronales, donc les charges payées par l'employeur. Donc ça veut dire en fait que votre vraie valeur, c'est la somme des trois. Mais en fait, l'État a fait en sorte que ça soit masqué afin qu'on ne se rende pas compte du taux de prélèvement qu'on subit. Alors les salariés ne s'en rendent pas compte. Par contre, ceux qui sont à leur compte, l'entrepreneur qui embauche du personnel, il le voit. Mettez-vous à votre compte, ou peut-être vous l'êtes à l'heure actuelle, vous voyez très bien que pour toucher 60, ça vous coûte 100. Donc quand vous avez vos revenus, vos dépenses, vous avez de l'argent, vous pensez que cet argent il est pour vous, mais de manière autoritaire, on vous en prend 40%. Donc c'est ce qu'on voudra changer à 4 piliers, en commençant donc par les entrepreneurs, pour ouvrir la réflexion sur le sujet et leur permettre d'avoir plus d'indépendance et plus de liberté finalement. Et pour quantifier un peu, en fait, en général, le salaire complet, c'est le double de votre net. Ouais, donc, c'est à ce point. Ça veut dire que si vous touchez 2 000 € net, votre salaire complet, c'est 4 000 €. Et donc, si on arrive à diminuer les prélèvements sur les 2 000 € dont vous ne voyez pas la couleur, eh bien, ça vous fait un net qui sera augmenté. C'est un gain de pouvoir d'achat en fait. C'est ça. Je vais vous donner un petit exemple réel, un exemple concret. Quand on compare le salarié moyen français au salarié moyen danois, eh bien, on se rend compte qu'ils ont la même productivité. C'est-à-dire ils ont le même salaire complet, dont je ne me rappelle plus le chiffre, mais ce n'est pas très important. Par contre, après tous les prélèvements étatiques qui sont obligatoires, eh bien le salarié danois, il a un niveau de vie, c'est-à-dire un pouvoir d'achat qui est 30% supérieur. Ça veut dire, vous avez la même valeur et juste
le simple fait qu'au Danemark, l'État soit mieux organisé, qu'il ait été réformé, eh bien, ça va faire que son coût il est plus bas et ça vous donne un gain de pouvoir d'achat de 30%. Je vais vous dire un peu ce que ça représente. Si vous avez un net qui est à 2000 €, 30% de pouvoir d'achat en plus, ça vous fait passer à 2600 € de pouvoir d'achat. Cette différence de 600 €, ça change la vie. Ça change vraiment la vie parce que les dépenses contraintes, elles sont déjà payées. Donc c'est 600 € pour les loisirs, pour les vacances. Donc ça vaut vraiment le coup de faire quelque chose, de tenter de faire ce qui a été fait ailleurs. C'est quelque chose qui serait payant et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui actuellement ont des fins de mois difficiles qui verraient grâce à cette réforme la solution à leurs problèmes. Alors on l'a dit, la dépense publique est importante, mais il y a dépenses publiques et dépenses publiques. La dépense publique, elle est utile quand c'est une dépense d'investissement, quand on crée de la valeur, de la richesse nette, ce qu'on faisait encore dans les années 60. C'est beaucoup moins le cas à l'heure actuelle. Je rappelle que dans le budget français, l'investissement, c'est à peu près 3% du PIB, donc rien du tout. C'est moins que le remboursement de la charge des intérêts. Donc il faut vraiment distinguer dépenses d'investissement public, il n'y en a quasiment plus. Il y a beaucoup à faire sur ce sujet-là. 4 piliers aimeraient beaucoup faire en la matière. Castex nous propose un plan de relance. Bon, ce n'est pas un vrai plan de relance. J'ai eu l'occasion, j'ai une interview qui sort donc le lundi 31 août sur le plan de relance de Castex donc dans Atlantico. J'ai écrit sur ce sujet dans Capital, c'est un vrai faux plan de relance. Dans ce plan de relance, c'est un plan fourre-tout, on vous a mis un peu des dépenses courantes, tout ce que Macron avait promis sur la formation, la reprise de la dette hospitalière. Vous n'avez pas de vrai investissement. Donc, je crois que la dépense d'investissement public, en soi, il n'y a pas de débat, elle est utile et nous, on sera ambitieux dans ce domaine-là, mais 97% de la dépense, en réalité, en France publique, c'est une dépense de fonctionnement. Alors non, il y a des cotisations, mais la dépense de fonctionnement, c'est-à-dire ce qu'on dépense pour faire tourner l'État et les administrations, c'est 60% de la dépense publique, en réalité. Et là, on a des questions à se poser. On a un statut de la fonction publique qui a été créé il y a de nombreuses décennies, qui est très avantageux, mais qui coûte très cher. En réalité, il faut que les Français comprennent qu'on peut très bien avoir des missions de service public, une sphère publique, avec des gens, des employés qui vont travailler dans cette sphère-là pendant 5 ans, puis ensuite qui vont être dans d'autres domaines, qui n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un statut de la fonction publique ad vitam aeternam. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment la différence entre... D'abord, il y a une différence à faire en termes de secteur et puis de fonction. Secteur, c'est, on sait aujourd'hui l'État qui embrasse trop mal les trains, il fait un peu tout en France. Il y a des secteurs régaliens, où là c'est normal d'avoir des fonctionnaires. D'ailleurs, en ce qui concerne le régalien, puisque tu parlais de pourcentage de la dépense publique, il faut savoir que le régalien, c'est la véritable mission de l'État, c'est la défense de nos droits individuels. Ça signifie que le régalien, c'est... Le régalien, c'est l'armée, la police, la justice et l'armée. Et bien ça représente 6% de la dépense publique seulement. C'est très faible. C'est seulement 6%. C'est 10%, alors que c'est le cœur de métier de l'État. Voilà. Et on se rend compte tous les jours en regardant les faits divers que il y a certainement des choses à améliorer. Oui, parce que plus rien ne marche. Il y a, il y a des attaques au couteau tous les jours, il y a des gens qui sont en liberté qui ne devraient pas être libres. Donc il y a vraiment des choses à améliorer. Et effectivement, tu disais qui embrasse trop mal les trains, mais c'est un petit peu l'impression qui se dégage. On a l'impression que l'État veut fourrer son nez dans tous les domaines de la vie des Français, du berceau jusqu'à la tombe, mais finalement, rien n'est fait à fond. Rien n'est vraiment satisfaisant et le coût est considérable. Je reprends encore mon exemple du Danemark. Vous voyez, au Danemark, le coût de l'État, il est nettement moins élevé puisque à la fin, notre Danois qui a la même productivité que le Français, il a 30% de pouvoir d'achat en plus. Pourtant, le Danemark a un système de santé qui fonctionne très bien, il a un système éducatif qui a des meilleurs résultats que le nôtre. On ne peut pas dire que le Danemark ne soit pas un pays qui fasse du social. Il y en a largement autant qu'en France, mais pour un coût qui est maîtrisé. Et c'est ça qu'on veut proposer aux Français avec 4 piliers. Et là aussi, je crois que la dépense y est plus efficace parce que quand on regarde le statut de la fonction publique et la dépense publique, on a raisonné par secteur, régalien, non régalien, mais il y a aussi les fonctions. C'est-à-dire que par exemple, quand on prend l'hôpital ou l'éducation nationale, nous on considère que le statut de la fonction publique, il est justifié et même il faudrait mettre le paquet sur les opérationnels de terrain, c'est-à-dire les personnels soignants dans l'hôpital, les enseignants
enseignants, notamment dans les endroits les plus difficiles dans l'éducation nationale, et dans la police, bien évidemment, les policiers. Le sujet, c'est que l'hydre s'est alimenté de lui-même et qu'on a aujourd'hui malheureusement des personnels administratifs de partout. Et pour ce personnel-là, notamment pour les nouvelles embauches, on ne peut plus, on ne doit plus accorder le statut de la fonction publique. Il faut raisonner avec des statuts différents, des contrats de droit privé communs normaux, ne serait-ce que parce que souvent les gens qui sont dans ces fonctions-là n'ont pas forcément la même vocation, par exemple, qu'un enseignant ou qu'un policier, et que donc ils vont être là quelques années, ils vont vouloir faire autre chose, repartir dans le privé. Et c'est là où on doit récupérer des marges de manœuvre et diminuer la dépense publique de fonctionnement. On doit avoir au moins aujourd'hui sur la dépense publique classique de fonctionnement, en pourcentage du PIB, 4 ou 5 points en moins en 3-4 ans. Oui, et puis je dirais tout simplement, il faut s'inspirer de l'exemple des champions. Là, cet été, j'ai eu l'opportunité de discuter avec des Suisses et des Hollandais, beaucoup de Suisses et de Hollandais. Dans ces pays-là, le fait que nos employés administratifs soient fonctionnaires, ils hallucinent. Ouais, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et c'est unique au monde. Dans les administrations, on a des gens qui ont des contrats, c'est des contrats de 5 ans. En Suisse, c'est surtout aux Pays-Bas, c'est avec eux que j'avais beaucoup discuté de ça. Même dans leur système d'éducation, ce sont des contrats de 5 ans renouvelables. Mais évidemment, comment ajuster la dépense de l'État en fonction de la vigueur économique du pays si on ne peut pas faire les ajustements nécessaires. Oui, et puis même au-delà, c'est la gestion de carrière. Je vais te prendre un exemple concret. Quand je suis revenu en France après plusieurs années aux États-Unis, je m'intéressais à la sphère publique. Moi, j'aurais aimé travailler par exemple dans la haute fonction publique. Ouais. Jamais plus parce que ça fonctionne avec un statut. Donc quand on n'a pas fait en gros l'école nationale d'administration, aucun poste à Bercy ne nous est ouvert. Il y a très peu de postes de contrat de droit privé. Il aurait fallu éventuellement être copain-copain avec un ministre qui me prenne dans un cabinet, mais dans les postes vraiment de l'administration, c'est pas possible, c'est réservé de droit divin à des énarques. Donc on retrouve ce problème-là à tous les niveaux, vraiment. Moi, je reprends l'exemple de mon ami hollandais. J'ai un ami qui est responsable de la sécurité aux Pays-Bas. Il travaille dans un cabinet ministériel. Il est dirigé par Mark Rutte, le Premier ministre. Eh bien, il n'a pas fait d'école d'administration. De toute façon, je ne suis même pas persuadé que ça existe, ça existe aux Pays-Bas. Pas. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui avait déjà fait ses preuves dans la vraie vie et qui a été embauché pour un contrat de 5 ans. Puis finalement, ces contrats, il est renouvelé parce qu'il fait l'affaire et puis il aime ce qu'il fait. Ce sont des missions très intéressantes. Lui, par exemple, il est responsable de la sécurité des barrages aux Pays-Bas. Vu que c'est un pays qui est sous le niveau de la mer, c'est quand même… Il y a du sens, quoi. Voilà, mais enfin, ce qu'on vit en France, ce n'est pas une situation ordinaire, ce n'est pas une situation normale. Le fait que ce statut qui initialement a été conçu pour le régalien, donc pour la police, la justice et l'armée, se soit étendu ensuite à plein d'autres secteurs qui ne sont pas véritablement la mission de l'État, ça nous pénalise aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'il a été conçu à une époque où l'État était beaucoup plus resserré dans ses fonctions. Donc à l'époque, les gens du Conseil national de la résistance, notamment, et en particulier le général de Gaulle, auraient jamais cru qu'aujourd'hui il puisse y avoir autant d'administrations pléthoriques finalement. C'est ça. Et d'ailleurs, puisque tu parles du général de Gaulle, j'en profite pour répondre par avance à une question qu'on pourrait nous poser. La question, c'est la suivante. Je l'entends souvent quand je discute de réforme avec les gens. Ils disent « Oui, mais nous, en France, on est habitué à être très administré. On a besoin, c'est notre fonctionnement. On n'est pas ordinaire. On ne saurait pas faire avec moins de dépenses publiques. » Je vais vous dire, ce n'est pas vrai. À l'époque du général de Gaulle, on dépensait 30% du PIB, c'est-à-dire la moitié en proportion de ce que nous dépensons maintenant. Et à cette époque, le régalien était parfaitement assuré. Nous avions la meilleure éducation du monde. Le système de soins français, les hôpitaux, c'était le top niveau mondial. Et là, de nos jours, donc, on dépense 2 fois plus. Et on vient de voir, avec la crise sanitaire que nous venons de traverser, malgré tout l'investissement et le dévouement des personnels hospitaliers, notre système, il n'est plus au top niveau mondial. On n'a pas eu de très bonnes performances par rapport à nos voisins. Bien sûr. Et le système éducatif, les tests PISA que je vous invite à consulter, vous tapez PISA dans un moteur de recherche, vous verrez la dégringolade du classement de la France, c'est très inquiétant. Donc on est quand même passé d'une situation où on dépensait 2 fois moins avec des résultats au top, à une situation où on dépense 2 fois plus avec des résultats qui ne sont pas à la hauteur des sacrifices consentis.
Et malgré tout, donc, cet État nous coûte cher et donc il faut le financer. Et donc, bien sûr, et je sais que beaucoup d'entre vous le déplorent, une fiscalité assez pesante en France et ubuesque. Alors nous, à 4 piliers, on a réfléchi au système fiscal, et notamment au niveau de l'impôt le plus symbolique, même s'il n'est plus payé que par la moitié de nos concitoyens, qui est l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, l'impôt sur le revenu, malgré le prélèvement à la source, ça reste un impôt complexe. Nous, ce qu'on voudrait, c'est aller vers une sorte de taux unique, une flat tax, qui ne remettent pas en cause complètement la progressivité, parce qu'avec ce qu'on appelle l'impôt négatif, c'est-à-dire des tranches d'impôt négatif, on peut retrouver ça, mais où en particulier alors les ménages et puis les entreprises et les gens qui viennent de l'extérieur puissent comprendre où se trouve notre fiscalité. L'idée, c'est d'arriver vraiment à un taux tout confondu d'environ 25%. Qui pourrait être le taux, en tout cas pour les bons salaires, pour ceux qui payent à l'heure actuelle. Je ne parle pas bien évidemment de ceux qui à l'heure actuelle payent une tranche à 12% de l'impôt sur le revenu, mais on peut mettre une tranche à 25% et avoir un impôt négatif qui fait que dans la totalité on est à 12. Mais 25, ça serait la moyenne des pays européens. Si on arrive au niveau de l'IR à être à 25 en moyenne, enfin en taux facial annoncé. L'IS, on est à l'heure actuelle à 30, l'impôt sur les sociétés, baissé à 25%. Et le PFU qui est à 30% aussi, le baisser à 25%, on aurait une fiscalité enfin claire et lisible où tout le monde pourrait nous comparer. On sait qu'elle serait en moyenne un quart. Tout ce que vous gagnez, que ce soit, peu importe, que ce soit des actions, des dividendes, des salaires, etc. Et où surtout, on vous prend le quart et pas plus. Et puis surtout, ça mettrait sur un pied d'égalité les revenus du travail avec les revenus des capitaux, par exemple. Toutes sortes de revenus seraient soumises à une flat tax, donc un impôt à taux unique. Ce serait beaucoup plus lisible. Il n'y aurait plus ces effets de seuil qui sont décourageants. Et qui sont des effets d'aubaine aussi, parce que les plus malins et les plus riches arrivent en général à On connaît tous des gens qui sont artisans, qui vont cesser de prendre des commandes parce qu'ils savent que s'ils les prennent après, ils vont être taxés au-delà du raisonnable et ils préfèrent partir en vacances. Enfin, moi, je connais plein de gens dans ce cas-là. Donc effectivement, un impôt à taux unique, c'est plébiscité par les Français, c'est beaucoup plus simple à comprendre et bien entendu, cette idée d'impôt négatif permettrait de remplacer toutes les aides sociales actuelles. Ce serait beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à gérer. Ce serait un bon moyen d'éviter la fraude qui est assez massive en ce qui concerne les aides sociales. Et je pense que ce serait un système assez juste qui mixerait les avantages actuels. C'est vrai qu'on peut avoir momentanément dans sa vie besoin d'un petit coup de pouce, mais ça imiterait les méthodes fiscales employées dans les pays qui réussissent le mieux. Souvent, on a affaire à des flat tax qui évite de décourager les producteurs de richesse. Oui, et puis c'est la simplicité aussi, ça éviterait de passer son temps avec des avocats ou des fiscalistes ou des comptables à longueur de journée pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ça permettrait aux ménages d'anticiper, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de Français qui ne sont pas capables de savoir dans un an ce qu'ils vont payer comme impôt. Donc ça a aussi l'avantage de la simplicité. Alors on est dans une période compliquée quand même avec le Covid, on sait qu'on va vers des faillites, il y a peut-être des gens à titre personnel qui sont en danger, qui peuvent faire faillite, des entreprises. C'est aussi un sujet qu'on a beaucoup travaillé, qu'on va continuer à travailler, Loïc. C'est comment on aide ces entreprises ou ces personnes. Je crois qu'en France, c'est un scandale quand on a des difficultés avec une entreprise ou à titre personnel, qu'on fait faillite. Ensuite, on est interdit bancaire, on est interdit de gestion. Il nous faut un véritable droit des faillites. C'est une épée de Damoclès en fait qui peut décourager les gens. Donc il nous faut, et en particulier assez rapidement là, avec cette crise du Covid, un véritable droit des faillites personnelles et des ménages et des entreprises, des entrepreneurs opérationnels qui permettent de repartir de l'avant. Quand on a des dettes, convertir cette dette en fonds propres, continuer, pas être interdit de gestion, pouvoir remonter une société, pouvoir arrêter une activité assez facilement. Aujourd'hui, arrêter une activité en France, demander ça à un commerçant, il faut se lever tôt. Extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Donc il faut réfléchir à ça. Et je crois qu'on peut coupler cette question du droit des faillites avec une autre question qui est une particularité française, c'est la question des délais de paiement. Ah ça oui, voilà. Ça c'est évident. Tu connais le délai de paiement en France? Je crois que c'est 3 mois. 3 mois, bon. Voilà. Il n'y a qu'en France que ça existe, dans tous les pays c'est à peu près 1 mois. L'un des plus mauvais payeurs c'est d'ailleurs l'État ou les très grandes entreprises. C'est ça. Qui compriment en fait tous les individus. Il y a un nombre de faillites non négligeables dues à des problèmes de trésorerie d'entreprises qui
finalement, sont rentables. Parce que, bien entendu, quand il s'agit de payer ses impôts, là, il n'y a pas de délai. Mais quand il s'agit de récupérer son dû, quand on a travaillé avec l'État, là, ça peut prendre 6 mois. Ouais. Et donc, entre-temps, un individu peut faire faillite, une entreprise peut faire faillite, peut avoir des difficultés. Ouais. Il y a un autre sujet aussi dont on n'a pas parlé. On a beaucoup parlé en France au début du quinquennat Macron, quand il y a eu les ordonnances sur le marché du travail. Bon, aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent toujours de ce marché du travail. Comment, on a aussi réfléchi à ces questions, comment tu vois la chose sur cet aspect-là? Moi, j'avais beaucoup travaillé, on a parlé sur la question des fameux seuils. C'est ces seuils qui font que quand tu grandis dans ton entreprise, tu as de plus en plus de comités obligatoires à mettre en place, etc. Nous, notre idée, c'est vraiment de laisser les gens tranquilles jusqu'à au moins 50 personnes. L'idée, c'est vraiment que les créateurs d'activités, les créateurs de richesses puissent aller au bout de leur potentiel sans être entravés ou en étant entravés le moins possible. Et donc, effectivement, toutes ces réglementations qui, prises une par une, sont relativement indolores, une fois qu'on les additionne, ça devient un carcan qui est très chronophage, qui finit par être très coûteux pour les entreprises. Et donc, c'est encore une fois une manière de rendre la concurrence un peu plus déloyale. Donc, c'est très pénalisant et il y a vraiment un toilettage à faire pour faciliter la vie de ceux qui portent la France sur leur dos, finalement. Ouais. Et je crois aussi que pour faciliter un peu la vie des gens au travail, il faut vraiment revenir aussi sur cette idée de démocratie au travail. On a des élections du personnel. Aujourd'hui, les élections du personnel dans toutes les boîtes, ça ne marche pas parce qu'il y a un monopole en fait des syndicats. Ce qu'il faut, c'est véritablement permettre à tout un chacun de se présenter aux élections du personnel. Il appartient à un des 4 ou 5 syndicats officiellement accrédités par l'État et il a un bon programme, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, et on le sait, il y a de plus en plus d'entreprises où il n'y a plus de syndication en fait, mais de toute façon, tout un chacun doit pouvoir se représenter. C'est ça. Et il doit y avoir la liberté de création de nouveaux syndicats. C'est vrai que les syndicats qui étaient pertinents à la Libération, puisque c'est à ce moment-là que ce monopole a été instauré, ne sont plus pertinent forcément aujourd'hui puisque le paysage politique a énormément changé. Je te rappelle qu'à la Libération, les communistes faisaient 30%. Donc on a certains syndicats… Il y a quand même une pression des communistes, une pression électorale. Ouais, mais donc je veux dire, le syndicat qui était représentatif à cette époque n'est plus forcément représentatif à notre époque où les aspirations, les sensibilités ont évolué. Donc il faut que la représentation syndicale colle à la réalité du terrain et pour ça, il faut permettre une concurrence. De toute façon, on retombe sur ce que nous disions tout à l'heure. La concurrence, ça fait toujours du bien, ça améliore la qualité des offres et ça en diminue le coût en général. Donc en ce qui concerne les syndicats, bien entendu qu'il doit là aussi y avoir une concurrence pour que les meilleurs puissent se développer. Coût COIT qui est en plus assumé par l'État parce que ces syndicats ils bénéficient d'un financement public. Ce qui est le legs de l'histoire, là encore, mais on peut se demander pourquoi certains syndicats et pas d'autres, les nouveaux. Et en plus, il faut rappeler quand même que l'État, qui doit user avec parcimonie de nos deniers, qui sont des deniers publics, qui viennent des contribuables, peut éventuellement, donc, comme il le fait, subventionner des syndicats ou la presse, mais il doit le faire, c'est la loi et ça doit être appliqué, que sur des entités auditées. C'est-à-dire que quand l'État subventionne ou accorde une subvention à un syndicat ou un organisme de presse, cela doit donner lieu à un audit, c'est-à-dire qu'on doit savoir exactement à quoi sert l'argent et vérifier que ça sert bien au fonctionnement du syndicat, à la démocratie salariale et pas des petits cadeaux d'un comité d'entreprise. Et un audit indépendant, vraiment indépendant. Et c'est certain que ça limiterait certainement certains abus. Il y a effectivement une somme d'argent qui est considérable, qui est allouée à la représentation syndicale, parfois fortement décorrélée avec le nombre de personnes encartées. Et on aimerait bien savoir où passe l'argent, effectivement. Enfin, dernier point aussi dont on a beaucoup discuté ces derniers temps, et ce qui prouve d'ailleurs nous sommes avant tout des pragmatiques et pas des idéologues, on n'est pas là pour défendre des chapelles en économie ou autre, mais la question de l'investissement public, on l'a dit, ça peut être positif. Encore faut-il savoir faire de véritables plans d'investissement, comme par exemple Boris Johnson ou Donald Trump et Joe Biden en préparent aux États-Unis. C'est pas ce que nous présente Jean Castex.
C'est pas faire quelques dépenses courantes, c'est pas ça un plan d'investissement. Hein. Un plan d'investissement, il doit donner lieu à un investissement matériel ou immatériel, mais à une nouvelle immobilisation. Ça peut être une usine, ça peut être une autoroute, un pont, quels que soient les besoins, ou des infrastructures excusez-moi, plus immatérielles, mais qui donnent naissance là aussi à une immobilisation immatérielle, comme par exemple un brevet, de la recherche ou de la data numérique. Si l'État investit dans ce domaine-là, il faut qu'il le fasse avec le privé, il faut que ce soit l'investissement public-privé. Et s'il le fait en créant du PIB et de la valeur ajoutée, alors là, ça a un sens, l'investissement public a un sens, y compris par l'usage de la dette, à partir du moment où vous avez un taux de croissance qui est plus important que le coût de financement. Malheureusement, l'État français paraît incapable de faire ça. Quand il parle de plan de relance, mais vous avez tous ceux qui ont envie d'obtenir un petit peu les deniers de l'État qui viennent vers lui. Et on se retrouve avec un plan en fait, de dépenses courantes et pas d'investissement. Nous, on considère qu'il y a vraiment le moyen en France, sur 2-3 ans, de gagner 1 point de croissance du PIB en plus par la stimulation de tous les secteurs où on est complètement arriéré en termes de numérique, d'intelligence artificielle et même d'investissement physique, parce que finalement, à force de dire qu'on avait un bon système de ferroviaire, de routes, etc. en France, ça fait 40 ans qu'on dit ça et il n'est plus si bon que ça. Bah, en fait, ça fait 40 ans que nous sommes dirigés par des gens qui sont généralement des hauts fonctionnaires ou des politiciens professionnels. Ce sont des gens qui sont sélectionnés sur des critères de docilité et de conformisme. Donc ce ne sont pas forcément des gens qui ont une vision, puisqu'ils n'ont jamais eu de contact avec l'entreprise, avec le monde réel. Bah, évidemment, ils ne peuvent pas être pertinents dans leurs décisions d'investissement. Et c'est certain que ça doit évoluer. Hein. Il faut impérativement qu'on se retrouve en France avec des profils renouvelés à la tête de l'État, de manière à ce qu'on se retrouve avec des décisions plus pertinentes. Et tu disais tout à l'heure, tu parlais d'investissement. Ben, l'investissement, étymologiquement, c'est de l'argent qu'on place pour qu'il rapporte. Hein, en France, c'est pas de l'investissement. C'est le tonneau des Danaïdes. Voilà. En fait, puisque ces gens-là ne savent pas innover, ne font pas vraiment de politique finalement, ils se contentent de gestion à la petite semaine, leur mantra, ça consiste à balancer de l'argent public sur les problèmes pour le noyer momentanément. Cet argent public qui est prélevé dans nos poches et qui finit systématiquement en augmentation de taxes, c'est généralement masqué, mais c'est toujours nous qui payons. Mais il n'y a aucune réforme, aucun investissement, aucune vision depuis 40 ans. Parfaitement. Merci Loïc pour ce beau dialogue. Je vous rappelle que ce programme ici au Studio 77, il vous est proposé par le Parti 4 Piliers, qui est un nouveau parti. Il a été créé en juin 2020 autour des idées de liberté, bien sûr, de souveraineté, de démocratie citoyenne. Un parti qui présentera des listes aux élections régionales et territoriales en mars 2021, mais qui au-delà, comme je l'espère, nous vous l'avons montré au cours de cet échange, travaille aussi sur un programme plus national pour participer à la transformation de notre pays au-delà de 2021 et même de l'horizon de 2022 sur les sujets économiques, sociaux, régaliens, environnementaux et autres. Et donc nous vous retrouverons assez régulièrement pour des débats, soit des débats internes au parti mais qui seront publics où nous vous présenterons nos idées, ou des débats où nous recevrons des intervenants extérieurs. Exactement. Merci Loïc, à bientôt. Merci Sébastien, c'était un plaisir. Au revoir.